Alors pour poursuivre cette idée d'idéologie impériale, on va aborder les rapports de l'Empire avec ses gens, c'est-à-dire sa population, et le rapport de l'Empire avec les autres, avec l'autre, et notamment le grand autre par excellence, c'est-à-dire le barbare de la périphérie. Alors d'abord, la relation de l'Empire avec ses gens. L'Empire a une vision comptable et géographique de sa population. Ce qui l'intéresse, c'est savoir ce qu'il peut tirer comme tribut de sa population. Tribut d'or ou de culture avec les populations sédentarisées agricoles, ou le tribut de chair avec les périphéries. D'ailleurs, l'Empire n'hésite pas à abandonner, dans sa phase de pacification et de sédentarisation, des pans entiers de son territoire qui ne l'intéressent plus. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup trop coûteux à maintenir, et que de toute façon on n'en tire rien, donc à quoi bon s'emmerder ? Ce que fera la Chine, par exemple, les replis de la Chine sur son cœur, et donc l'abandon, par exemple, des possessions d'Asie centrale, le long de la route de la soie, coïncidera avec ces moments de renfermement. Pourquoi ? Parce que ces territoires sont très difficiles à maintenir et ne rapportent rien. L'Empire islamique fera la même chose, en abandonnant toute velléité de conquête de l'Anatolie, en abandonnant le Caucase, au point même où, au moment de l'effondrement de l'Empire islamique, outre les différentes infiltrations de populations turques, notamment les Khazars, le fameux peuple turc qui s'est converti au judaïsme, des royaumes arméniens ressurgiront dans le Caucase, et d'ailleurs un royaume géorgien aussi. Et d'ailleurs on les verra disparaître et réapparaître de manière alternative assez souvent. Je disais que l'Empire a une vision comptable et géographique des populations, ça se voit dans le vocabulaire. Chez les Assyriens, les hommes d'Empire, les serviteurs du roi assyrien, ou après, chez les Perses, du Shahanshah, le roi des rois, sont appelés Urdani. Urdani a trois sens. Sujet, serviteur et esclave. Et tous sont des Urdani dans l'Empire. Il y a un mot en arabe aussi qui le signale très bien, c'est Raïya, le troupeau. La population de l'Empire est un troupeau. Et ses dirigeants, donc issus de la périphérie, sont ses bergers. Le but du berger, c'est la prospérité du troupeau, mais pour sa propre prospérité à lui. Ce qui fait que on peut observer des réactions presque contradictoires. Par exemple, Mahmoud de Ghazna, durant son règne, verra les villes de Rey et de Balkh, c'est-à-dire Bactre, prendre les armes en son nom, au nom de leur maître, Mahmoud de Ghazna. Vous auriez pu vous attendre à ce que Mahmoud de Ghazna soit content. Mais non. Mahmoud de Ghazna va réprimer les villes de Rey et de Balkh pour avoir pris les armes en son nom. Pourquoi ? Parce que leur rôle, c'est pas de se battre. Leur rôle, c'est de travailler et de payer l'impôt. Le rôle guerrier, il est occupé par Mahmoud de Ghazna et ses hommes. Turcs d'abord, ensuite gourides de type de langue iranienne. C'est pour ça que la déportation des populations est courante dans les empires et qu'elle n'émeut personne. Alors, on pense, la plus connue des déportations, c'est la déportation des Juifs du pays de Canaan en Babylonie, après la prise de la ville de Jérusalem par Nabuchodonosor II. Mais il y en a plein d'autres, en fait. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, l'exemple où ce sont des populations susceptibles de se battre qui sont déportées. Lorsque, sous Justinien, les Byzantins, enfin les Romains, reconquièrent l'Afrique proconsulaire, c'est-à-dire l'Afrique autour de la Tunisie, la région de Carthage, sur les Vandales de Genséric, qui sont d'ailleurs eux-mêmes une minorité combattante en Afrique du Nord, eh bien les hommes vandales restants sont déportés en Paphlagonie, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Anatolie, où ils vont former des garnisons locales.
L'objectif, ça va être d'implanter les Vandales dans des régions qu'ils ne connaissent pas, avec lesquelles ils n'ont aucun lien particulier, pour défendre la région. Un autre exemple. Sous les Tsing, non, c'est sous les Han. Sous les Han, donc entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, c'est la deuxième dynastie impériale chinoise, il y aura de grandes inondations dans le Shandong. Le Shandong, c'est la province qui est entre Pékin au nord et Nankin au sud. Aujourd'hui, province très peuplée. Et à l'époque aussi déjà très peuplée. Et après ces inondations, les Han vont décider de déporter 700 000 paysans du Shandong vers une province aujourd'hui située à l'ouest du Shaanxi qui s'appelle le Gansu, qui est originellement peuplée uniquement de nomades. Pourquoi ? Pour la mettre en valeur et, grande spécialité chinoise, harnacher des populations dites périphériques à une culture chinoise en les noyant, tout simplement, sous des cultivateurs chinois. En gros, plutôt dans le cadre de leur pacification, ça c'est une spécificité chinoise, les Chinois vont choisir d'étendre cette pacification même en dehors de leurs frontières pour être tranquilles. Ça marche un temps, hein. Donc par exemple, c'est ça, toute la politique de cadeaux qui est extrêmement coûteuse. Tout le trafic de la soie en Asie naît en fait de cette pratique de cadeaux, de cadeaux des Chinois aux populations extérieures. En gros, c'est une forme de corruption, hein. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quoi qu'on pense de ce type de politique, le gouvernement chinois n'innove absolument pas en pratiquant des politiques de colonisation chinoise au Tibet ou au Xinjiang. Ils ont toujours fait comme ça. Ça n'a rien d'étonnant. D'ailleurs, le Parti communiste chinois a repris beaucoup de la tradition impériale chinoise. Donc la déportation, très courante. Et tous les empires vont pratiquer massivement des déportations, hein, de populations. Les Chaldéens de Babylonie vont être largement déportés à travers tout l'empire assyrien. Le but, en fait, aussi, c'est de contrôler plus facilement ces populations. Vous les déracinez, vous les envoyez ailleurs, et à la place d'eux, vous en mettez d'autres, et ainsi de suite. En fait, vous rompez les chaînes de solidarité aussi. Si vous voulez, l'Empire, vous avez vu 300 probablement, de Zack Snyder, et l'Empire cherche à tirer le meilleur parti de sa population parce que la première politique publique de l'Empire, c'est l'organisation de son espace. Et dans le film 300 de Zack Snyder, l'ambassadeur, au début du film, l'ambassadeur perse, qui arrive à Sparte, propose à Léonidas de se soumettre. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Bon, c'est romancé, hein. Il lui dit que le roi des Perses ne veut pas grand-chose. Il veut la terre et l'eau. Mais c'est finalement ça que veut l'Empire systématiquement. La terre et l'eau. Parce que la terre et l'eau, c'est la richesse, c'est la culture, c'est l'agriculture. Donc, on en tire le tribut, on en tire l'impôt. Et après tout, peu importe comment vous vivez le reste du temps, du moment que vous êtes dans le rôle qui vous a été attribué dans le cadre de la division du travail au sein des empires. Si vous voulez, l'Empire n'a pas vraiment d'irrédentisme identitaire comme on peut le voir d'ailleurs dans le nationalisme triomphant du XIXe siècle. Là où la nation pouvait chercher à constituer une unité de culture autour de populations qu'elle voit comme similaires sinon identiques à elle, l'Empire n'en a absolument rien à faire de qui vous êtes ou de ce que vous pensez être. Ce qui importe l'Empire, c'est que vous occupiez la place qui est la vôtre dans l'organisation impériale. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les Romains, on dit des Romains qu'ils sont d'une grande tolérance religieuse, en intégrant notamment des dieux de populations conquises à leur propre panthéon, et inversement. Ce qui explique par exemple la persécution des Juifs ou des chrétiens, qui refusent le culte impérial. Parce que pour les chrétiens et les juifs, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ils ne peuvent pas intégrer de Dieu à leur panthéon, puisqu'ils n'ont pas de panthéon.
Plus tard, avec les religions abrahamiques, on verra la même chose. La diffusion du christianisme ou de l'islam ou même du bouddhisme correspond à une phase de pacification de l'Empire où ces religions incarnent la paix et incarnent, en fait, amènent à incarner l'Empire en devenant leur apogée culturel. Ce qui va lier les hommes, c'est l'Empire et la religion qui symbolise cet Empire. Alors que l'État-nation est la réalisation politique d'un peuple, à laquelle on adhère parce qu'on fait partie d'un tout, d'un collectif culturel, de pratiques sociales, de traditions, dans l'Empire, il n'y a pas ce genre de choses. L'Empire repose sur des brassages, des convergences, ou plutôt va provoquer des brassages et des convergences, mais ne repose pas sur eux. Ce qui compte dans la nation, c'est le maintien permanent de ces convergences et de ces brassages pour amplifier l'éclatement, mais dans l'Empire, c'est pas ça qui provoque l'unité de l'Empire. Ce qui provoque l'unité de l'Empire, c'est que tout le monde reste à sa place. Alors c'est pour ça d'ailleurs que dans la relation avec ces gens, l'Empire ne peut pas être démocratique. D'ailleurs, il ne peut pas non plus être libéral. C'est pour ça que Hérodote rapporte une conversation fictive entre 5 Perses qui auraient réfléchi au meilleur fonctionnement politique entre démocratie, monarchie et aristocratie. Mais en faisant ça, Hérodote ne fait que reproduire ce que font les Grecs chez eux. Mais dans l'Empire perse, c'est inenvisageable. D'ailleurs, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. C'est même pas, ça ne passe absolument pas à l'esprit des Perses. Mais ça ne passe pas dans l'esprit des Chinois non plus, d'ailleurs. Et de toute façon, vous comprenez bien qu'il ne peut pas être démocratique, puisque la démocratie dans l'Empire mènerait à son éclatement. Pourquoi ? Parce que dans une démocratie, et même dans une État-nation qui ne serait pas démocratique, même si je pense qu'il y a une consubstantialité des deux, l'impôt n'est pas versé en échange de la protection de l'appareil impérial, mais il est versé comme contribution commune à un intérêt qui est vu comme général. Ou bien, comme le dit par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour assurer une défense commune. Vous voyez, dans l'Empire, même si ça peut avoir des conséquences similaires, notamment la défense, notamment le maintien de la paix, dans l'Empire, l'impôt n'est pas une contribution commune volontaire. C'est votre lot à tous à partir du moment où vous ne portez pas l'épée. C'est simple, c'est-à-dire l'écrasante majorité de la population. Et donc l'organisation impériale impose une séparation du travailleur et du soldat. Les populations de l'intérieur ont pour seul comportement la docilité. La docilité et le rôle et le sens de leur existence, c'est le travail. Les hommes des périphéries, eux, ont pour rôle exclusif la guerre. C'est même, d'ailleurs bien souvent, leur rite de passage à l'âge adulte dans leur fonctionnement tribal ou dans leur fonctionnement propre avant d'entrer dans l'Empire. Et ils vont être utilisés comme tels, et c'est ça la grande force de l'Empire, je dirais. C'est cette capacité à utiliser la manière dont les peuples s'éduquent, la manière dont les peuples naissent, alors à son profit. Les peuples des périphéries sont utilisés pour ce qu'ils sont déjà, pour ce qu'ils ont l'habitude de faire, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Dans les périphéries, on n'a pas l'Empire qui nous protège. Et quand ils vont être intégrés à l'Empire, ils vont faire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire se protéger eux-mêmes, mais ils vont protéger l'Empire. Et donc, le travailleur et le soldat sont distincts. Ils ne peuvent pas être liés. Il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Les premiers empires chinois, notamment les Qing et au début des Han, vont se construire autour de paysans soldats, de colonies de paysans soldats. Mais même dans ce cadre-là, le monopole des armes est celui de l'Empire. Le paysan soldat n'est pas propriétaire de ses armes. Les armes sont dans un arsenal, et lorsqu'il doit servir pour la guerre, ou lorsqu'il doit s'entraîner pour la guerre, il est convoqué comme ça, pour ça. Le reste du temps, c'est un paysan. Et encore, ce système va se déliter.
D'ailleurs, fait très intéressant, dès le Xe siècle en Chine, on s'aperçoit de la fragilité du système impérial. Un homme comme Wang Huan, par exemple, qui va devenir vice-premier ministre sous la dynastie des Song, va s'apercevoir de la faiblesse de l'Empire, qui en plus sous les Song est particulièrement pacifié, au point où le sport est vu comme la marque du barbare, et il ne faut pas faire de sport, parce que c'est martial, au point où les armées sont désorganisées de telle manière à ne pas menacer le pouvoir impérial, ce qui fait qu'elles sont incapables de protéger l'Empire en réalité. Et Yang Huan va avoir pour idée de réformer l'Empire en réalité de façon à faire presque ressembler la Chine à une proto-nation. C'est-à-dire que l'armée ne reposera plus sur d'immenses quantités de mercenaires payés avec le lourd impôt prélevé sur les cultivateurs chinois, qui peut atteindre 40 à 50% de la récolte, quand même, mais reposera sur un système de conscription des paysans, et au-delà même des paysans, de tous les habitants de l'Empire. Ce qui permettra de faire baisser les impôts sur les paysans et d'engager l'Empire dans d'autres activités aussi lucratives, comme le commerce par exemple. C'est pas pour rien si Wang Huan est du sud-est de la Chine. Région très commerçante, très maritime, très ouverte. Comme en Inde d'ailleurs. L'Inde du Nord est très continentale. La péninsule, la zone péninsulaire de l'Inde, la zone à la pointe de l'Inde, est très ouverte sur l'océan Indien et très commerçante. Il y a des oppositions de ce genre. Vous comprenez bien que l'Empire est donc distinct par ce biais, la séparation travailleurs-soldats, d'autres types de sociétés. Même, on parle parfois d'empires féodaux, et c'est vrai qu'il y a des empires qui vont s'appuyer sur des éléments qui ressemblent à des systèmes féodaux. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des Rajputs, mais on trouve pareil avec les royaumes chrétiens conquis par les Ottomans. Par exemple, à Nicopolis, en 1396, dans l'armée turque, dans l'armée ottomane, qui affronte les croisés qui viennent d'Europe de l'Ouest, notamment les franco-bourguignons, qui sont responsables de la défaite, parce qu'ils refusent de se battre en deuxième, alors que les Hongrois leur disent « faites attention, si vous chargez de front, vous allez vous faire écraser », ce qui va arriver. Eh bien, dans l'armée ottomane, sur une des ailes, je ne sais plus laquelle, on trouve une cavalerie lourde, en l'occurrence une chevalerie serbe menée par leur prince Stefan Lazarević. Or, ces cas-là d'intégration, si vous voulez, d'idiosyncrasie qui peuvent ressembler à d'autres systèmes, l'Empire en lui-même n'est pas féodal. Dans la féodalité, la chevalerie, au cœur de l'organisation sociale, n'a pas de relation avec le reste de sa société en tant qu'étranger, mais ce qui fonde la féodalité, c'est avant tout le serment au sein d'un groupe. Alors que dans l'Empire, même s'il peut y avoir des serments de fidélité, etc., ce qui fait la structure de la société impériale, c'est pas le serment, c'est l'organisation bureaucratique de l'Empire, et donc de prélèvement de l'impôt. De même avec la nation. Dans la nation, le modèle national, au contraire, ne sépare pas le travailleur du soldat, mais il les lie. Le citoyen est un soldat et est un travailleur. Dans une nation, c'est par exemple ce que marque la conscription au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Dans la nation, le soldat est le citoyen qui participe à la vie politique et est le travailleur qui gagne sa vie. Alors que dans l'Empire, ces trois fonctions sont très distinctes. Le sédentaire ne fait pas de politique. Si on fait qu'une histoire politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'entend pas parler de lui. Son rôle, c'est de travailler et c'est de payer l'impôt. Point. De même, il ne se bat pas, puisque celui qui se bat, c'est le barbare, qui finira par tomber d'ailleurs dans la même escarcelle de contribuables que le sédentaire, et ainsi de suite. Vous l'avez compris. Dans la nation, les trois fonctions sont confondues. Le citoyen n'est pas spécialisé dans la guerre, n'est pas particulièrement un contribuable, même si c'en est un, et n'est pas non plus des politiques. Au contraire, dans la nation, la politique, c'est le citoyen. Mais s'il permet la prospérité de la nation, c'est également le citoyen.
Ce qui permet la défense de la nation, c'est aussi le citoyen. Ce qui permet de... Alors, assez rapidement, je vais présenter une nomenclature de l'organisation impériale, parce que de par leurs différences culturelles, les empires ont bien sûr eu des constructions un peu différentes. Alors, si on représente ça sur un axe, sur un double axe en forme de croix, le premier axe, donc gauche-droite ou droite-gauche, permet de distinguer les empires bureaucratiques des empires fédératifs. L'empire bureaucratique a pour spécificité de supprimer les corps intermédiaires, qui est remplacé intégralement par une administration centralisée. C'est notamment et surtout le cas de la Chine. Dès la période des Tang, et encore plus après, ça sera renforcé sous les Song et sous les Ming et sous les Qing, la toute dernière dynastie impériale d'origine mandchoue, ce qui permet d'administrer l'empire, c'est un système de fonctionnaires recrutés sur concours. Il y a différents types de concours préfectoraux. Alors les préfectures, Xi'an en chinois, ce sont les subdivisions territoriales. Les concours devant le secrétaire impérial, c'est-à-dire pour travailler au palais, et le concours en présence de l'empereur, qui est fait pour travailler à la cour. Et en fait, ce sont des concours avec des épreuves écrites, où les types, ils font des copies et puis ils deviennent fonctionnaires impériaux comme ça. C'est inenvisageable en Europe à la même époque. Et ce sera inenvisageable en Europe pendant très longtemps. D'ailleurs, Matteo Ricci, qui était admiré des Chinois, le jésuite Matteo Ricci, au XVIIe siècle, sera très étonné de l'existence de ce corps de fonctionnaires qui obéit à un principe de loyauté, obéissant à un principe de loyauté, mais pas une loyauté faite par serment personnel à l'empereur, mais une loyauté à la chose publique, à l'empire en tant qu'entité, à tel point que des fonctionnaires n'hésitent pas à risquer leur vie en s'opposant à l'empereur si l'empereur rompt avec la loi impériale. D'ailleurs, l'empereur est considéré comme une fonction. L'empire n'appartient pas à l'empereur de Chine. L'empereur est le premier serviteur de l'empire. D'ailleurs, il y a une distinction très nette en Chine entre le trésor impérial et les finances publiques de l'empire. Le deuxième type d'empire sont les empires dits que j'appelle fédératifs. Les empires fédératifs sont au contraire fondés sur des réseaux de fidélité locale. Donc, ils ne suppriment pas les corps intermédiaires, ils les entretiennent. Par exemple, on le verra avec les Parthes arsacides, qui ressemblent le plus à une collection de petits royaumes plutôt qu'à une véritable bureaucratie centralisée. On le verra aussi avec les Guptas en Inde, qui sont originaires de la même région que les Mauryas. Et sur le deuxième axe, l'axe donc haut-bas ou bas-haut, on trouve les empires œcuméniques et les empires agrégatifs. Les empires œcuméniques font reposer leur légitimation sur une assimilation progressive des populations selon un certain nombre de règles communes ou d'institutions communes. Celui que vous connaissez évidemment le plus, c'est Rome. Rome, avec sa citoyenneté. L'édit de Caracalla ou la constitution antonine, outre le fait d'être la marque absolue de la sédentarisation de l'Empire, puisque tous les hommes deviennent des citoyens, est la forme aboutie de cet empire de type écuménique. De même, les Chinois, la sinisation des populations par les transmissions culturelles sont une forme d'empire œcuménique. Alors aussi, également, ça peut être un empire œcuménique de type religieux, avec le christianisme, le bouddhisme, l'islam, ainsi de suite. Alors qu'à côté, on trouve des empires dits fédératifs, agrégatifs, qui empilent les populations et ne les lient effectivement que par la bureaucratie impériale. Bon, ce type d'empire est surtout caractéristique des empires de la haute antiquité. Sassanides, l'Empire assyrien, etc. Et d'ailleurs du premier empire romain, de la première phase de l'empire romain, où la citoyenneté était encore la marque privilégiée du peuple conquérant.
Alors ensuite, voyons les relations de l'Empire, non plus avec ses gens, mais avec l'autre, c'est-à-dire avec la périphérie barbare. Alors, l'Empire avec l'autre, avec l'étranger. L'Empire se voit comme absolument unique. Les limites de l'humanité, je l'ai dit tout à l'heure, sont celles de l'Empire, et le reste n'est que barbarie. Il est la civilisation, il est le phare qui illumine le monde devant les ténèbres qui, par ailleurs, le parcourent entièrement. Donc l'existence de l'Empire est de nature cosmique. Il doit exister. Il n'y a d'autre horizon que l'Empire pour réaliser la civilisation. C'est un auteur chinois, un écrivain partisan de ce qu'on appelait à l'époque le Guan, c'est-à-dire la tradition littéraire chinoise, qui s'appelle Liu Tsung-yan, qui écrivait que l'Empire était parfait car il permet au monde d'être gouverné efficacement par un seul homme. D'ailleurs, le mépris des impériaux pour le barbare est perceptible à d'autres moments. Au XVIIe siècle, quand les Chinois entendent parler, c'est Louis Comte qui rapporte ça, entendent parler de la République néerlandaise, ils voient ça comme une monstruosité à plusieurs têtes et ils ne comprennent pas comment ça peut fonctionner. De même, quand ils entendent parler de l'opposition entre le pontificat, donc le pape, et les monarques européens, pour eux ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. C'est le désordre. Et d'ailleurs, Wang Tao, qui écrit en 1871 une histoire de la France, compare l'Europe au XIXe siècle à la Chine des royaumes combattants, c'est-à-dire la Chine de l'Antiquité, avant les Tsing, donc avant moins 221. Et pour lui, c'est des primitifs. Mais l'inverse est vrai. Les hommes d'Empire voient les hommes des périphéries, les barbares, comme des animaux. D'ailleurs, les Huan, alors, ce ne sont pas des Espagnols, les Huan, qui sont un peuple mongolophone du nord de la Chine, sont appelés les insectes grouillants par les Chinois. Mais l'inverse est vrai. Je vous ai promis une blague tout à l'heure, donc je vais vous la faire. Les premiers Turcs qui arrivent en Asie centrale sont appelés Tukyoe par les Chinois. Et eux-mêmes s'appellent Turuk. Turuk. C'est la forme primitive de Turc. Ce sont donc les seuls qui s'appellent historiquement Turcs. Et c'est parce que les Arabes vont savoir qu'ils s'appellent les Turcs qu'ils vont donner ce nom à tous les autres qui parlent la même langue, enfin une langue proche d'eux. Et ces Turcs ont une espèce de, je ne sais pas si c'est une boutade ou je ne sais pas, mais ils disent, parlant des Iraniens, quand un Turc monte sur le ventre d'une Tadjik, c'est-à-dire quand il va faire ses affaires, elle explose. Voilà. La Tadjik c'est un autre mot pour désigner les Iraniens, plutôt notamment ceux d'Asie centrale. Et si, voilà, les sédentaires sont des gens tellement mous qu'on peut même pas avoir de rapport avec eux parce qu'ils sont incapables de tenir la force d'un homme turc de la périphérie. Alors même que vous avez bien compris qu'au bout d'un moment, ils vont finir par épouser des sédentaires et ainsi de suite. D'ailleurs, en fait, les empires n'ont pas vraiment de relations internationales. Parce que pour avoir des relations internationales, autre marque de la nation, il faut reconnaître l'autre comme son égal. International, c'est entre les nations. Et c'est un concept qui implique de reconnaître à l'autre un droit d'exister et un droit de discuter avec soi-même. Mais pour l'Empire, ça n'a pas de sens. Il n'a pas d'égal. Dans la hiérarchie cosmique et universelle, il est au sommet. Et finalement, si les dieux parcouraient la Terre, peut-être encore pourrait-il avoir des relations avec l'Empire, mais à part ça. Et comme c'est pas le cas, l'Empire n'a pas vraiment de relations internationales. Vous savez, dans les relations franco-ottomanes, si pour le royaume de France, c'est une alliance, pour les Ottomans, l'alliance française est plutôt un acte de soumission.
pour la porte d'Istanbul, enfin de Constantinople, c'est pas possible d'avoir des relations d'égal à égal. Mais d'ailleurs, il faut dire qu'en termes de ressources, c'est assez frappant, hein. L'Empire ottoman est immensément plus riche et plus puissant que n'importe quel royaume européen. À Rome, par exemple, on verra aussi les Parthes comme la marque de la monarchie orientale décadente. Alors c'est particulièrement drôle parce que, en l'occurrence, la monarchie orientale décadente les inspire beaucoup, puisque en s'inspirant des royaumes hellénistiques grecs, ils reprennent en fait des inspirations perses. L'Empire se voit comme perpétuellement assiégé. Il est au sommet, mais de simple fait, il est désirable entre tous. Donc il y a une forme de paranoïa impériale. L'Empire se voit comme perpétuellement assiégé par des êtres vils qu'ils veulent le détruire. Hein? La Chine a plusieurs mots, a plusieurs noms pour se désigner. Alors, le plus connu, qui a donné aujourd'hui le nom de la Chine moderne, Songhua, on disait Songwo. Songwo désigne à l'origine les royaumes du centre de la Chine. Et progressivement, cette idée de Zhongguo, le centre, va donner naissance, va désigner l'empire en tant que tel. C'est ce qui a donné en français l'expression l'empire du milieu. D'ailleurs, les Chinois ont une vision concentrique du monde. Ils sont au centre et autour s'étendent des couches successives de population, et plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de l'empire, plus ils sont sauvages et barbares. Si on reprend en Inde, c'est aussi vrai à travers la titulature des rois indiens, qui rivalisent de grotesque et de grandiloquence. Sous les Gupta, le roi est appelé Maharaja di Raja, donc c'est-à-dire grand roi suprême des rois. Vous en reprendrez encore un petit peu. Ils se font appeler aussi Paramasvara, maître suprême. Et d'ailleurs, lorsque le roi devient roi, lorsqu'il devient Purama Bishara, c'est-à-dire le roi sacrifiant, on accomplit un rituel qui s'appelle l'Asvameda. Alors je vous le raconte parce que c'est assez marrant. Le rituel de l'Asvameda implique un sacrifice d'un cheval. Mais on va quand même pas se contenter de mettre un cheval sur un autel et lui trancher la gorge. C'est beaucoup trop simple. Non. À l'intronisation, on lâche un cheval pendant 1 an. Le cheval est gardé, mais... Et on laisse ce cheval voguer. Vous voyez ? Pendant 1 an. Et tout le territoire qui sera parcouru par le cheval sera le territoire de l'Empire et appartiendra à son maître. Et si un homme arrête le cheval, alors le roi de l'Empire, enfin le Maharaja, ou vous l'appelez comme vous voulez, doit vaincre cet homme, sinon il ne mérite pas sa place. Et ça représente l'idée, le rituel de l'Asvameda, que ce cheval en fait parcourt l'Empire et parcourt donc le monde. Il va délimiter les limites du monde. Et à la fin, on finira par le sacrifier. D'ailleurs, alors je ne vais pas vous le dire, parce que c'est extrêmement lourd et c'est vraiment pas très intéressant, mais il y a une formule sacramentelle que les rois indiens récitent en devenant rois, où en gros, ils parlent de la soumission du monde à ma volonté, donc à sa volonté, donc en fait à la volonté de l'Empire. Bon, il est temps de conclure sous une forme d'ouverture qui j'espère suscitera des questions, qui s'organisera en 2 temps. Le premier temps, on parlera du déclin et de la disparition de l'institution impériale, assez rapidement, et ensuite sur ce que l'on fait maintenant de cette norme historique qui fut, et est-ce que notre monde contemporain ne tendrait pas à ressembler de plus en plus à celui qui a permis la naissance et la prospérité de l'institution impériale. Alors en fait, l'institution impériale décline franchement depuis le XVIe siècle. Les causes sont multiples et en réalité assez difficiles à dégager réellement. L'idée la plus simple, et c'est vrai, c'est que le modèle stato-national européen, en se répandant, a
a proposé une alternative à l'Empire, mais en fait, cette proposition n'intervient qu'au moment où l'Empire est déjà à terre. Parce qu'au départ, quand les Européens arrivent, je parle de l'Asie, l'Amérique et l'Afrique ayant une histoire totalement différente, la relation avec les Européens n'est pas la même, mais lorsque les Européens arrivent en Asie, ils sont contraints de se joindre à la dynamique impériale. Ils s'apparaissent comme des barbares comme les autres. Quand les Portugais arrivent en Inde, où ils croient d'ailleurs être incognito alors qu'ils sont reconnus parce qu'il se trouve qu'il y a des marchands maghrébins qui les connaissent bien, les Portugais, ils reconnaissent leur langue. Lorsque les Portugais arrivent en Inde, ils arrivent dans un monde qui est déjà organisé sans eux, et ils vont devoir se plier à ce monde pour gagner du fric. Et d'ailleurs, très rapidement, ils le font. Alfonso de Albuquerque prend le contrôle de Goa. Pourquoi ? Parce que c'est le port où arrivent les chevaux qui alimentent les armées indiennes, parce qu'il est difficile d'élever des chevaux dans les forêts humides de l'Inde. Donc on les fait venir du Moyen-Orient. Et en fait, ces Européens vont s'insérer dans la dynamique impériale. La Compagnie française des Indes va la première mettre le pied dans la porte en offrant ses services, finalement, de barbarie en Inde, dans un monde qui n'est pas le sien. Les gouverneurs Benoît Dumas et ensuite François Duplex vont se mêler des affaires intérieures indiennes pour les comprendre et faire avancer l'intérêt de la compagnie dans le jeu indien. Ce que ne comprend d'ailleurs pas du tout le gouvernement, enfin la couronne de France, qui ne perçoit pas, en fait, comme les Français qui s'installent localement, comment fonctionne la zone. Et les Français sont entièrement dépendants des Indiens. La compagnie dépend par exemple du crédit indien, notamment de la puissante famille bengali des Jagat Seth, qui sont des banquiers et sans lesquels la compagnie n'aurait jamais pu financer ses activités. D'ailleurs, l'Europe est totalement dans une situation d'infériorité à l'égard de l'Inde et de la Chine. Sa balance commerciale est abyssale. C'est-à-dire que les compagnies, qu'est-ce que les compagnies échangent ? Bon, en grande majorité, en Inde ou en Chine, de l'argent métal. Ils ne font qu'acheter. Ils ne vendent quasiment rien parce que leurs produits n'intéressent personne. En Inde et en Chine, on a des choses bien mieux. Alors qu'au contraire, l'Europe est friande des produits indiens ou chinois. La vaisselle, la soie, de manière générale, tous les textiles indiens, les mousselines plaisent beaucoup dans les cours européennes, dans la bourgeoisie européenne, et donc on importe à grands frais. À tel point que on estime que la Compagnie britannique des Indes orientales a créé 100 000 emplois dans le textile dans le Bengale, c'est-à-dire dans l'actuel Bangladesh. Donc au départ, les Européens ne provoquent pas le déclin de l'Empire. En revanche, ce qui provoque le déclin de l'Empire, c'est, eh bien, vous vous en doutez, la rupture de ces conditions de possibilité. Le Moyen-Orient est le premier à tomber puisque le cœur impérial est... En fait, l'irruption des Turcs sur la scène moyen-orientale va provoquer un flux constant de population venue d'Asie centrale entre le XIe siècle et le XVIe siècle. Ce qui va très régulièrement provoquer l'épuisement du cœur impérial, en l'occurrence à sa partie orientale, la Mésopotamie. L'Égypte, en sortant d'ailleurs largement indemne, ce qui va permettre aux Ottomans lors de sa conquête d'avoir une province extrêmement riche à imposer. Donc à force en fait de voir passer des zinzins qui les pillent, le cœur finit par s'appauvrir définitivement. Vous avez compris qu'accumuler une telle richesse, c'est compliqué et c'est long. Donc par contre, la piller, c'est beaucoup plus court. Et au bout d'un moment, le cœur s'épuise. D'ailleurs, le Moyen-Orient ne s'est toujours pas remis de cette histoire. En Inde et en Chine, c'est différent. En Inde, le dernier empire, et en fait le seul empire européen de l'histoire après Rome, c'est l'Inde britannique. La seule qui soit empereur en Europe en 1860, c'est Victoria. Parce que le mot s'est galvaudé en Europe. Tout le monde finit par s'appeler empereur, de toute façon. On prend le titre comme en fait on prend n'importe quel autre titre. Mais la seule qui est véritablement empereur, c'est Victoria.
Parce que les Britanniques vont fonctionner en Inde comme tous les empires avant eux. L'armée des Indes britanniques est recrutée parmi des périphéries de l'Inde. D'abord les Sikhs du Punjab, puis ensuite les Gourkhas du Népal. En Chine, ce qui va en fait provoquer la pérennité du dernier empire, l'empire mandchou des Qing, mais qui va en fait finir par provoquer sa perte, c'est que les Mandchous vont comprendre que pour rester cette minorité combattante, il faut qu'ils soient distincts des Chinois. Donc ils vont pratiquer une séparation stricte entre les Mandchous et les Chinois, qui va progressivement s'étioler au XIXe siècle, puisqu'on voit des Chinois qui rejoignent les bannières mandchous. Mais enfin bon, dans la représentation qu'ils en ont, ils sont toujours distincts. Et puis, aussi, c'est l'épuisement des périphéries qui va provoquer la chute de l'Empire. Alors, après que les Turcs aient imposé l'Imperial Way of Life partout en Asie, et soit devenu l'incarnation même de l'Empire, je vous rappelle que, excepté en Asie du Sud-Est, au Japon, toute l'Asie est dirigée au XVIIe siècle par des dynasties d'origine turque, mongole ou toungouse, c'est-à-dire par des dynasties de la steppe. Toute l'Eurasie. L'Empire ottoman, ce sont des Turcs. Les Safavides en Iran, ce sont des Turcs. Les Moghols en Inde, ce sont des Turcs. Les Qing, ce sont des Mandchous. Il n'y a pas un seul coin, sauf justement l'Asie du Sud-Est et le Japon, qui ne soit pas dirigé par des Turcs, des Mongols ou des Toungouzes. Mais le problème, c'est que cette steppe va être occupée progressivement par des fronts pionniers qui vont faire reculer la zone où la périphérie peut prospérer. Alors en Chine, là, le gouvernement des Tsing et la constitution et l'invasion des périphéries et l'internalisation des périphéries, la Mandchourie et la Mongolie, va provoquer aussi un afflux de cultivateurs chinois. La Mandchourie aujourd'hui est peuplée massivement par des populations qui venaient du plus au sud. Et les Mandchous, la minorité mandchou, enfin, qui parle une langue mandchou, est très faible. Je crois que c'est de l'ordre de 1 ou 2% en Mandchourie. Et puis surtout, il y a ceux qui vont donner un nom à ce joug turc ou mongol. Ceux qui l'appellent la Tatar Chine, ce qui veut littéralement dire le joug des Tatars, les Russes. L'expansion de la Russie vers l'Est va couper les empires de leur zone d'approvisionnement. Ah oui, parce que les Russes vont méthodiquement détruire entre le XIVe siècle, date à laquelle ils commencent à se sortir du joug mongol, et la fin du XVIIe siècle où ils atteignent l'Amour, le fleuve Amour, les Russes vont méthodiquement détruire tous les khanats turcs, mongols ou toungouzes sur leur route. D'abord jusqu'au Pacifique, et puis ensuite en Asie centrale proprement dite. Les Kazakhs, les Ouzbeks, ainsi de suite. Donc en fait, les empires se trouvent dépourvus de toute périphérie. Donc ils ne peuvent plus fonctionner normalement. L'Empire ottoman cesse progressivement de fonctionner comme un empire, avec l'épuisement du devshirme, c'est-à-dire de cette mode de recrutement forcé d'hommes dans les populations minoritaires des Balkans chrétiennes, et l'épuisement des Turcs d'origine qui vont se sédentariser. En Inde, les Britanniques vont prendre la suite, et puis en fait progressivement, on arrivera à la période des indépendances, et donc l'Inde deviendra une république fédérale sur le modèle européen. L'armée qui encercle Goa en 1961 pour exiger du Portugal de remettre la ville aux autorités indiennes n'est plus une armée impériale, c'est une armée nationale de conscription. Et en Chine, la stase dans laquelle vit la dynastie Qing finira par provoquer sa perte. Le dernier empire de l'histoire véritablement, c'est la Chine, et elle finira par mourir elle aussi, avant de tomber dans une trentaine d'années de troubles jusqu'à la prise de pouvoir du Parti communiste en 1949. Alors toutefois, deuxième partie de la conclusion, est-ce que cette modernité triomphante, par son simple déclin aujourd'hui, ou du moins la remise en question de la modernité aujourd'hui, n'est pas le signe potentiel d'un retour à ces conditions de possibilité de l'Empire? Dans un monde où
la croissance économique qui a permis la modernité s'essouffle, et où donc la bureaucratie de perception pourrait redevenir la seule manière d'accumuler de la richesse, dans un monde massivement sédentarisé et pacifié, désormais partout dans le monde, il n'y a plus une zone qui ressemble à une périphérie aujourd'hui. Ou alors ce sont des zones très restreintes. Mais en fait, partout, tous les continents ont été touchés par ce phénomène de sédentarisation et de pacification, et par la croissance démographique fulgurante. L'exemple le plus visible aujourd'hui, c'est l'Afrique, qui connaît une croissance démographique comme elle n'a jamais connue. Et la sédentarisation est une phase aussi, on l'a vu tout à l'heure, de revendication religieuse, de retour du religieux, chose que l'on constate aussi. De même, la sédentarisation pousse au développement de périphéries violentes, puisque c'est les seuls qui peuvent assumer les tâches de défense. Et en fait, la paralysie, cette paralysie des institutions, cette division du travail institutionnel qu'on observe dans les empires, après tout, c'est un peu ce qui se passe dans l'Union européenne. On a une division croissante des tâches jusqu'à atteindre la paralysie politique. Et l'Union européenne fonctionne, même si elle n'a pas été conçue comme telle. Au contraire, elle a été conçue dans un monde où la nation était l'horizon politique de tous. Les fédéralistes européens veulent créer une nation européenne. Ils n'ont jamais prétendu construire autre chose. Mais l'Union européenne ressemble, à s'y méprendre de manière croissante, à un fonctionnement de cœur impérial. On a une zone extrêmement riche qui concentre la richesse et qui même attire la richesse à elle, comme l'impôt le faisait dans l'Empire. On a des populations désarmées, alors pas au sens où il faudrait que la population ait des armes en permanence, mais je veux dire, qui est pacifiée et sédentarisée et qui n'est plus touchée par un état de guerre endémique, ou du moins de violence endémique. D'ailleurs, paradoxalement, le retour de la violence dans les sociétés pacifiées européennes est un signe de retour, d'impérialisation du fonctionnement, en fait, puisque c'est la reconstitution de périphérie, parce qu'une population pacifiée peut à nouveau redevenir une périphérie. C'est pas quelque chose qui est inscrit c'est pas inscrit dans leur gène. Donc, si vous voulez, une population pacifiée, une population sédentarisée peut revenir, si ses conditions de vie se dégradent, à une situation de type périphérique. Et puis même, d'ailleurs, quand on regarde la communication qui est menée, je parle de l'Europe parce que ça nous touche plus particulièrement, mais c'est visible ailleurs dans le monde. La communication qui est faite ressemble vraiment à une communication de plus en plus d'une zone qui se sent assiégée et qui développe une sorte de paranoïa. L'idée de la peur presque terrifiante de la menace russe fait ressembler la Russie à une sorte de périphérie violente qu'il faudrait contenir. Pareil avec la Turquie. Et à qui l'Europe a-t-elle confié sa défense? Alors, il y a des armées nationales, bien sûr, puisqu'il y a une imbrication des systèmes de fonctionnement, et que le modèle stato-national n'est pas mort, et que nous ne sommes pas non plus dans un système de fonctionnement impérial, mais en revanche, qui assure la défense de l'Europe? L'armée américaine, qui fonctionne comme une périphérie violente, mais néanmoins harnachée à l'Empire. Enfin, à l'Europe. Et d'ailleurs, mais le mépris de l'impérial pour le barbare, mais on le trouve totalement en Europe avec les Américains. Bon, alors là, c'est presque... Là, je folâtre un petit peu, et puis c'est presque impensif, mais quand vous regardez les clichés qu'ont les Européens sur les Américains, ils sont violents, bruyants, incultes. Vu l'état de l'éducation nationale, il faudrait peut-être se poser des questions. Les Américains sont des demi-barbares, quoi. Sont des... Finalement, il y a une sorte de rapport de ce type. Donc, dans un monde qui va presque peut-être atteindre une frontière économique, c'est-à-dire où la croissance va devenir lente, dans un monde où
Il y a une décomposition et une division d'ailleurs, même des convergences nationales. Le retour de ce qu'on appelle le communautarisme, c'est un peu ça. C'est la division, le fractionnement des corps politiques. D'ailleurs, les premières hiérarchisations des peuples, ou spécification des spécialités des peuples, on les retrouve dans les empires. Dans l'empire islamique, on a des listes avec des peuples et leur principale qualité est mise en avant. Par exemple, dans ces listes, on trouve parmi les peuples martiaux, on trouve les Turcs, on trouve les Francs, parce que c'est finalement avec la croisade, ils ont vu ce que ça donne. Je veux dire, la rencontre des zinzins entre Turcs et croisés, bon, c'est un peu ça. J'irais très loin en disant même que l'échec des croisades a sauvé l'Europe du système impérial. Si elles avaient réussi, en fait, on aurait été harnaché à nouveau au système impérial. Enfin bref, parenthèse. Des hiérarchies de ce type entre les peuples, on les trouve déjà sous les empires. Et on recommence à voir ce type de hiérarchisation, ou de spécification, ou de spécialisation, avec le communautarisme, les revendications catégorielles. Enfin, la remise en question de la nation porte en elle le retour à la norme précédente, parce que d'une certaine manière, la nation n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de l'Eurasie. Et la norme, ça a toujours été historiquement et démographiquement l'empire. Donc le risque que je vois, c'est que la dissolution de la nation fasse revenir cette norme impériale, qui finalement n'a jamais cessé d'être. Parce que, puisque l'empire ne meurt jamais après tout, il peut peut-être se permettre 2, 3, 4 siècles de disparition avant de revenir. S'il est toujours présent dans les esprits. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle toujours... On utilise toujours un mot pour un type d'institution qui n'existe plus. Il y a une raison à cela. C'est-à-dire que le concept est toujours présent et d'une certaine manière, il hante toujours les esprits. Alors, effectivement, le meilleur moyen, et je finirai par là, disons de s'opposer, ou de tenter peut-être vainement, de s'opposer à cette norme qui fut et cette norme qui revient, eh bien, serait de refuser la division et la dissolution impériale des tâches, et notamment refusant l'horizon impolitique de l'Empire, qui est contraire à la nation, où dans la nation, le citoyen est et doit rester l'instrument, l'acteur et le sujet du monde politique. Alors que dans l'Empire, c'est une tâche séparée, distincte de la masse de la population. Et donc pour refuser, si on tentait de s'opposer à ce retour à la norme qui fut, il faut chercher à maintenir la norme qui est, et la norme qui est, c'est celle du citoyen. C'est celle du citoyen attaché à une nation qui en réalité est le rempart et même le contraire de l'Empire, puisqu'elle s'est développée dans un monde qui en est sorti avec la chute de la partie occidentale de l'Empire romain, et qui certes a toujours vécu en périphérie, mais n'y est jamais entré de nouveau. Et c'est d'ailleurs le lot de toutes les zones du monde qui n'ont pas fonctionné selon le système impérial asiatique. En Afrique et en Amérique aussi, on avait, et en Océanie, on trouvait des sociétés autres, d'autres fonctionnements. Donc, la conclusion, la meilleure, ce serait, je dirais, si la norme qui fut doit rester au passé simple, le seul moyen c'est d'agir et donc de faire de la politique, ou au moins de refaire de la politique cette chose noble qu'elle a toujours été ici, c'est-à-dire l'action collective des citoyens. Je vous remercie.